Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à nos rencontres de la Fabrique des Savoirs. Donc, c'est une initiative d'action de culture scientifique et technique portée par l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et puis l'université Gustave Eiffel. 4 villes y sont associées, Ponto-Combo, Torcy, Chelles et Champs-sur-Marne. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est que mangerons-nous demain? Alors, c'est un défi pour les habitants des villes, c'est un défi parce que nous avons peu d'informations pratiques du côté de la filière. On a besoin de s'adapter au changement climatique et puis de connaître aussi le rôle des collectivités aujourd'hui dans ce contexte. Alors ça se fait dans le cadre des travaux de Jeanne Pain, qui nous rejoint aujourd'hui, et voilà, que nous remercions d'être ici. Et on va plus précisément cadrer sur la politique et l'organisation alimentaire locale, pour connaître comment on peut travailler collectivement pour décider de manger autrement, on va dire ça comme ça. Alors, pour cadrer aussi également sur le contexte avec l'agglomération Paris de la Marne, ben Jeanne Pain, elle a 2 prix de thèse, notamment un prix de thèse territoire qui a été remis chaque année par l'agglomération Paris de la Marne, qui récompense les travaux des jeunes chercheurs et qui présente un intérêt justement pour les collectivités locales. Alors ce prix, il est adossé à un autre prix de thèse de Paris-Est Sup, donc qui fédère une vingtaine d'établissements de recherche et d'enseignement supérieur sur l'Est parisien. Et celui-là, il entend donner plus de visibilité aux jeunes chercheurs et montrer l'intérêt opérationnel de leurs travaux. Voilà. Et on est en lien sur cette entrée précise sur une politique qui s'appelle les plans alimentaires territoriaux, qui est portée sur le territoire de l'agglo Paris-Vallée de la Marne, avec une phase de diagnostic dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan d'action alimentaire territoriale? Il a plusieurs objectifs. Il doit relocaliser l'agriculture et l'alimentation sur un territoire. Il entend soutenir l'installation d'agriculteurs de circuits courts et favoriser les produits locaux dans les cantines, et bien évidemment de permettre l'accès à tous et à toutes à l'alimentation de qualité, ce qui explique le contexte dans lequel nous sommes ce soir. Et il est issu d'une loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage le développement depuis 2014. Et il est élaboré collectivement, c'est très important, une initiative avec les acteurs des territoires, que ce soit les collectivités, les entreprises agricoles, l'agroalimentaire, les artisans et les citoyens. Voilà pour le contexte général. Alors notre rencontre, elle va se dérouler en 4 temps. Une présentation de Jeanne Pain, que vous ne connaissez pas encore, et de son parcours. Et puis après, nous allons rentrer dans la construction d'une thèse. Comment on construit une thèse et quelles sont ses boîtes à outils? C'est très intéressant de voir comment l'envers du décor, on va dire. Et puis après, on va revenir sur un autre point, c'est les résultats des études terrain qui ont été réalisées par Jeanne et une analyse des politiques publiques qu'elle a faites. Et puis après, in fine, en conclusion, on pourra discuter des leviers d'action pour manger mieux demain. Bien évidemment, entre plusieurs temps, vous aurez des questions que vous pourrez poser dans le chat. Et puis, bien évidemment, ce sera animé par Claire, ma collègue, qui va vous présenter un peu ce principe brièvement. Bonsoir à toutes et à tous. Très rapidement, pour poser les questions, donc vous ne pouvez pas prendre la parole publiquement, mais en revanche, vous pouvez poser des questions par écrit. Donc, vous avez dans votre écran, normalement, en bas à droite, plusieurs petits onglets. Vous verrez, il y a un onglet chat, dans lequel on va plutôt s'exprimer sur des questions techniques et dans lequel Corentin a déjà commencé à poster des messages. Donc, si vous avez des soucis de son, etc., c'est ici qu'il faut le mentionner. Et pour les questions sur le fond, vous avez un onglet questions, dans lesquels vous pouvez donc poser vos questions à l'écrit. Je pourrais interagir avec vous si j'ai besoin de précision sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à surveiller l'onglet si vous avez posé des questions. Et je me permettrai peut-être, selon le nombre de questions, de rassembler les thématiques qui se ressemblent et de les poser par partie. Donc, on aura un temps à la fin de chaque partie pour poser les questions qui s'y réfèrent. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On surveille le chat et les questions. Merci beaucoup. On remercie aussi Corentin et Stéphanie qui sont à la technique. Alors la première partie, c'est la présentation de Jeanne Pain et de son parcours. Alors moi, j'aimerais bien connaître dans un premier temps votre bagage qui est assez large en fait, assez transversal. Oui, effectivement. Bon, déjà, bonsoir à toutes et tous. Je voulais remercier les organisateurs, tout d'abord du prix de thèse dont j'ai bénéficié, mais aussi du coup qui nous ont permis de nous rassembler ce soir et d'échanger sur ces thématiques. Et puis merci aux participants et aux participantes qui suivent ces échanges. Et donc effectivement, je m'appelle Jeanne Pain. J'ai soutenu une thèse en sciences politiques en octobre 2020, donc il y a un an maintenant. Et mon parcours universitaire, en fait, était effectivement assez large. Au début, j'ai traité de questions... je me suis inscrite dans un parcours qui mêlait économie, sociologie et sciences politiques,
parce que principalement j'étais assez indécise, je ne savais pas trop quoi faire, mais j'avais on va dire une envie qui était celle de comprendre plus le monde tout simplement. Et au début, voilà, j'ai cru que c'était avec les questions d'économie en particulier, puisque j'ai renforcé mon parcours sur les questions économiques, que j'allais découvrir un peu plus, en tout cas mieux comprendre le monde. Et puis au fur et à mesure, en fait, ce sont les questions des rapports de pouvoir au sein de la société qui m'ont en fait, qui m'ont passionnée et dans lesquelles j'ai voulu m'inscrire et que j'ai voulu inscrire ma thèse. Alors, quelles sont les valeurs justement qui vous ont poussé vers ces travaux? Quels sont vos centres d'intérêt personnels qui se sont raccrochés à ce parcours en fait? Et ben, en fait, au fur et à mesure de mon parcours universitaire, je ne l'explique pas trop encore, mais ce sont les questions agricoles en particulier qui m'ont complètement captivée, et je ne sais pas trop d'où ça vient. Je n'ai pas de lien dans ma famille avec ce secteur-là, mais en tout cas, il a orienté mon parcours à la fois dans les choix de stages que j'effectuais, dans les thématiques que je choisissais dans les exposés, les travaux personnels que je réalisais. Et donc, progressivement, en fait, ces questions agricoles, elles se sont mêlées aux enjeux alimentaires, puisque je considère que c'est très lié. Le système alimentaire est adossé à un système de production, avant toute chose, qui va définir énormément de choses dans la manière dont on a de manger, et ce qu'on mange en particulier. Et encore une fois, c'est la question un peu de compréhension et de justice sociale qui m'animait pour comprendre justement les rapports de pouvoir au sein des systèmes alimentaires et des systèmes agricoles. Et c'est vraiment ça qui a, on va dire, qui a ponctué mon parcours universitaire, en tout cas qui l'a fortement orienté. Et alors l'idée aussi, c'est comment est-ce qu'on se dit, je vais faire des travaux plus poussés, des recherches, une thèse. Comment est-ce qu'on en vient à cette envie? Alors moi, c'est une envie vraiment qui est venue sur le tard. Je connaissais pas le monde de la recherche, mais je savais, voilà, que j'avais ces thématiques agricoles qui étaient très ancrées en moi, et l'envie d'en savoir toujours plus. Et donc en fait, à la fin de mon master 2, j'ai postulé à un stage de recherche, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, et en fait, cette embarcation, elle a été très heureuse parce que ça m'a je me suis dit: «Bon d'accord, c'est ça en fait que j'ai envie de faire, pour, en tout cas une partie, de ma vie professionnelle», et donc c'est par la découverte de la recherche dans un stage de fin d'études qu'au final, j'ai continué en thèse. Donc il y a eu un certain laps de temps entre la fin de il y a eu 1 an et demi entre la fin de ce stage, en recherche et mon inscription dans la thèse que j'ai menée ensuite, puisque ce temps correspondait à la fois aux recherches de financement qui sont assez longues, puisque les financements sont de plus en plus quand même compliqués à avoir pour l'obtention d'une bourse de thèse, et puis aussi pour progressivement la définition, la délimitation de ce qui allait devenir mon sujet de thèse. Ça, on va en parler. Mais vous vous êtes dit quoi au départ? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose personnellement, intellectuellement, pour un métier? Alors moi, j'ai pris ça de manière assez pragmatique. Je me suis dit: «Ça va m'apporter un CDD de 3 ans, avec une activité qui me plaît, une activité professionnelle qui me plaît et que j'estime utile pour la société». Et en fait, on a tellement d'exemples de thèses, et c'est des exemples tout à fait vrais, parce que statistiquement, c'est comme ça que ça se passe une thèse. Souvent, ça se passe assez mal, et ça peut décourager les étudiantes et les étudiants à se plonger dans un travail académique comme ça, de long terme, dans des conditions qui ne sont pas tout le temps très bonnes. Et là, en fait, moi, je me suis dit voilà, que le fait de l'appréhender comme un travail délimité dans le temps, même si au final, ma thèse, j'ai mis quasiment 5 ans à la boucler, ça me permettait en tout cas d'appréhender la tâche de manière, on va dire, moins titanesque que ce qu'elle avait l'air. Et il y a un rapport avec ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Oui, il y a un rapport, oui, oui, je continue dans la recherche, donc je suis chercheuse, je travaille en ce moment, je suis post-doctorante à la chaire santé de Sciences Po Paris. Je travaille sur l'évaluation d'une politique publique en santé, et en particulier sur l'aspect justement alimentation, nutrition des populations en région Île-de-France. Merci beaucoup. On va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que ça nous intéresse. Alors, comment est-ce qu'on l'a construit, cette thèse?
Comment est-ce qu'on fait? Très progressivement, au début, mon sujet de thèse ne ressemblait pas du tout en fait à la question de thèse, à la question de recherche au final qui est présente dans mon manuscrit de thèse. Donc, il y a plusieurs années, je dirais, de redéfinition du sujet en fonction de à la fois la pérégrination individuelle dans le monde de la recherche, où on se rend compte qu'il y a plein de travaux qui ont été faits, et du coup, on les assimile progressivement. Ça permet de recadrer, de se dire « Ah, ça a déjà été étudié » ou « ça serait intéressant d'aller creuser », etc. Et puis, il y a la confrontation, forcément, avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, moi, en particulier, c'est la question des politiques alimentaires territoriales. C'est cet objet que j'ai étudié au sein de ma thèse. Et donc, au fur et à mesure, en rencontrant des acteurs qui mettaient en place ces politiques, mon sujet s'est affiné en fonction des thématiques et des questions en fait que cette confrontation permettait. D'accord. Alors là, on va s'intéresser au contexte parce que vous avez découvert des éléments de contexte sur le monde agricole. Est-ce que vous dites, là, il y a différentes politiques, il y a différents problèmes. Comment est-ce que vous avez analysé la situation? Oui, en fait, pour revenir un peu avant sur la question de comment on problématise le sujet de la thèse, effectivement, j'ai oublié de dire que moi, ce qui m'animait vraiment au début, c'était la contradiction que je pouvais voir entre, d'une part, un secteur agricole qui apparaît comme en mouvement quand on est sur les territoires, au local. On a l'impression voilà, qu'il y a beaucoup d'innovation, que ça soit autour des villes, avec le développement des circuits courts, avec les fermes pédagogiques, avec la promotion aussi d'une agriculture alors soit dite alternative, soit en mouvement, soit qui accompagne les nouvelles attentes des consommateurs. Enfin, il y a plein de manières de la définir. Mais en tout cas, on a l'impression comme ça qu'au local, il y a une prolifération d'alternatives dans le système agricole. Et le décalage que je pouvais percevoir en fait entre cette, on va dire, cette croyance que le secteur agricole bouge par cette perception du local, des initiatives locales, elle vient donc justement en contradiction avec des indicateurs à l'échelle nationale, donc à l'échelle macro. En fait, le système agricole est encore un système qui est le principal pollueur en France, qui continue en fait de mal nourrir pour le coup les producteurs et les productrices, il y a vraiment une situation de pauvreté chez les agriculteurs, les agricultrices, mais aussi de détresse sociale. Alors ça pose tout un tas de questions en termes de durabilité du système d'un point de vue soit environnemental, soit social. Donc c'est vraiment le point de départ, en fait. Voilà, C'est le décalage entre les indicateurs nationaux, on va dire, et les initiatives locales. C'est sur ça que vous êtes exactement. parti après cette sorte d'étude générale. On est d'accord. Et là, vous vouliez donc permettre des avancées sur cette entrée-là, des avancées Voilà. scientifiques. Exactement, c'était de comprendre, enfin de poser la question, est-ce que la multiplication d'initiatives locales permet un changement global? Est-ce D'accord. qu'en multipliant voilà, justement les alternatives agricoles, on arrive à proposer ou voire à transformer, proposer des alternatives au système agricole national? C'est intéressant parce que vous aviez plusieurs compétences et vous avez justement croisé les analyses cognitives, sociologiques et politiques. Oui, alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment sur le tard. En fait, la construction du cadre d'analyse, où effectivement j'ai croisé donc une analyse donc cognitive des politiques publiques, ce qui est un domaine de la science politique qui permet d'étudier en fait les idées et les acteurs qui promeuvent ces idées au sein des combats et dans la promulgation et la mise en place de politiques publiques. Donc, c'est vraiment centré sur ce rôle des intérêts des acteurs et des idées qu'ils incarnent ou qu'ils veulent porter. Ensuite, effectivement, il y a un autre pan de ce cadre d'analyse qui est celui de la sociologie politique des problèmes publics. Donc, en fait, le problème public de l'alimentation, c'est un nouveau problème, entre guillemets, puisque avant, l'alimentation était plutôt perçue comme un problème individuel qui relevait de l'intimité du foyer. Et aujourd'hui, on voit bien de plus en plus, les questions alimentaires sont débattues sur la place publique, que ce soit sur le contenu de nos assiettes, de l'assiette de nos enfants qui sont à l'école, des types de production qu'on veut, etc. Et puis enfin, donc c'est comment une question qui, au départ, est perçue comme privée, devient d'un coup politique, et par quel biais et par quels acteurs cette question devient politique. Donc ça, c'est la sociologie des problèmes publics.
Et puis enfin, une dernière approche que j'ai mobilisée dans ma thèse, c'est la territorialisation des politiques publiques, donc de savoir en particulier qu'est-ce que le local, qu'est-ce que l'échelle du local fait à la construction de politiques publiques, d'actions publiques. Qu'est-ce que ça change en fait concrètement? Vous avez justement travaillé sur différents territoires, fait des enquêtes terrain au niveau de régions et de villes. Et pourquoi vous avez choisi certaines régions et certaines villes par rapport à la problématique? Oui, alors effectivement, j'ai choisi donc 3 régions qui sont donc mes terrains d'analyse, la région Bretagne, la région du Grand Est et la région Occitanie. À l'intérieur de ces régions, j'ai pris différents cas, échelles de collectivités territoriales, des conseils régionaux et des villes, donc la ville de Rennes en Bretagne, la ville de Strasbourg et la ville de Montpellier en Occitanie. Et l'intérêt, en fait, d'avoir une approche comparée, c'est déjà donc, de pouvoir mettre en lumière des résultats par justement cet exercice de comparaison. Et là, la sélection que j'ai opérée, donc pourquoi j'ai choisi ces 3 régions et pas d'autres, en fait, c'est qu'elles ont des systèmes de production agricole très différents. En Bretagne, vous êtes plutôt axé sur la production animale. En région Grand Est, on reste encore sur des productions plutôt céréalières. Et en région Occitanie, bon, on a la viticulture qui est très forte, mais on a aussi plus de la polyculture, élevage, etc. Donc un système plus diversifié que dans les autres régions. Donc en fait, c'était la diversité des contextes agricoles que j'essayais d'appréhender pour savoir si justement la politique alimentaire que j'étudiais allait avoir un impact sur la régulation de ce système agricole à l'échelle locale dans ces 3 régions d'études. Et sur ces différents terrains, vous avez utilisé quels outils, avec quelles méthodes pour vous saisir des enjeux et les analyser? Alors, principalement des entretiens. Donc, je me suis entretenue avec une centaine de personnes sur ces différents terrains, que ce soit les élus ou les agents qui mettaient en place ces politiques alimentaires territoriales. Je me suis entretenue aussi donc, avec les acteurs du monde agricole pour savoir comment ils travaillaient main dans la main ou en opposition avec ces élus et ces agents pour la mise en place de ces politiques. Et puis avec tout un tas d'acteurs, on va dire, plus périphériques, que ce soit sur l'agence de l'eau, des associations qui voulaient influencer ces politiques, ou bien d'autres acteurs du monde associatif, des représentants de parents d'élèves, etc. Et une autre modalité, on va dire, de récolte de données sur ces terrains était l'observation participante. Donc, je me présentais lors de réunions, donc que ce soit des réunions publiques ou des réunions délibératives en interne, pour comprendre justement comment était organisée la prise de parole, les invitations, qui avaient le droit de siéger à tel comité de pilotage, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'observation participante. C'est je me mets dans un coin avec mon carnet et je regarde ce qui se déroule au sein d'une réunion. Merci beaucoup. Est-ce que Claire aurait déjà des questions sur cette partie de construction et de boîte à outils des travaux de Jeanne? Alors non, pas de questions encore pour l'instant, donc je propose que vous continuez et comme ça on aura plus de temps pour la suite. On va rentrer justement dans la partie résultat, c'est ce qui nous intéresse, mais il fallait savoir comment c'était conçu et pensé. Et puis aussi la question de l'analyse des politiques publiques. Alors vous avez notamment constaté sur le terrain qu'au niveau des régions, il y a un certain nombre de moyens d'action. Il y a plus de moyens d'action que du côté des villes. J'allais vous demander lesquels et sont-ils activés? Oui, alors peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais juste clarifier peut-être l'objet de ma recherche, en fait, pour que ça soit tout à fait clair. Qu'est-ce que je cherchais? Quelle était ma question initiale? Et pour répondre à ça, en fait, j'ai étudié donc des volets agricoles de politique alimentaire territoriale. C'est-à-dire que je me suis penchée sur les politiques alimentaires des villes de Rennes, de Strasbourg, d'Occitanie et les politiques alimentaires des conseils régionaux de la région Bretagne, Grand Est et Occitanie, pour comprendre comment la formulation de nouvelles politiques sur l'alimentation, puisque ce sont des politiques nouvelles, venait chambouler, retravailler, voire transformer la manière dont on a de faire des politiques agricoles sur le terrain. Avec cette question de dire, effectivement, est-ce que la manière dont on a de se nourrir et est-ce que la politisation de notre alimentation a un impact sur la manière dont on produit notre alimentation? En gros, est-ce que manger est un acte agricole? Est-ce que faire une politique alimentaire, c'est faire aussi une politique agricole? Donc ça, c'était vraiment ma question de recherche pour savoir si le système agricole pouvait, à l'avenir, être transformé par l'action des territoires. Voilà, je voulais juste clarifier. C'est très bien d'être plus clair et de repréciser les enjeux. Alors là, justement, on va revenir sur le rapport
de la région au sujet, parce qu'en fait, c'est vrai que on aimerait savoir effectivement quels sont les outils et les leviers maintenant. Oui, alors effectivement, les conseils régionaux sont les échelons locaux les plus dotés en matière de leviers administratifs, politiques, pour agir sur le secteur agricole. Puisque les conseils régionaux combinent un certain nombre de compétences que leur a attribué l'État, à la fois la compétence en matière de développement économique, et le secteur agricole est tout le temps, est très souvent rattaché au développement économique sur un territoire. La région, quand je dis la région, c'est les conseils régionaux, et aussi gestionnaire pour partie de l'allocation des fonds du deuxième pilier de la PAC. Alors la PAC, c'est la politique agricole commune qui est décidée par les États membres à l'échelle de la Commission européenne. Et le premier pilier, c'est tout ce qui a trait à la production. Et le deuxième pilier, qui est un pilier beaucoup moins doté en matière de financement que le premier pilier, c'est tout ce qui va financer la partie, entre guillemets, verte de la PAC. Et les conseils régionaux ont pour partie la gestion des fonds de ce deuxième pilier. Donc, c'est un gros levier d'action sur les territoires parce que ça représente beaucoup d'argent. Alors, que se passe-t-il? Pardon? Que se passe-t-il donc en fait du côté des régions pour qu'on comprenne? Du côté des régions, donc, les politiques alimentaires qui sont menées, déjà, elles sont très diverses dans les 3 régions d'études que j'ai étudiées. Donc, on a 2 régions qui mènent à peu près des politiques similaires, en Bretagne et en Grand Est, autour de l'organisation d'un marché local et de la valorisation de ce marché pour les produits agricoles. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur l'idée de manger mieux égale manger local. Et c'est pas forcément vrai. Voilà, on y reviendra, je pense, c'est quelque chose que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, justement, c'est que cette assimilation du local à un produit de qualité peut être vrai, mais n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas un impératif, on va dire. Si j'ai bien compris, si vous orientez votre politique sur le local, vous ne faites pas forcément une alimentation de qualité. C'est ce qui pose problème. Alors, en fait, oui, c'est ce qui peut poser problème. Alors, vous pouvez faire du local de très bonne qualité. En fait, le terme qualité en lui-même est un terme polysémique. Vous demandez à quelqu'un quelle est sa définition d'une alimentation de qualité, il va vous répondre quelque chose de complètement différent de son voisin. Et donc, pour quelqu'un, manger local, ça peut être manger de qualité. Mais pour une autre personne, manger local, ça va être par exemple manger des produits qui sont labellisés agriculture biologique ou sans résidus de pesticides, ou qui sont étiquetés commerce équitable, parce que pour eux, la qualité, c'est d'abord de savoir que la personne qui a produit cet aliment vit décemment de cette production, etc. Donc en fait, la qualité, ça revêt plein de termes différents. Mais quand arbitrairement, on va dire, à l'échelle politique, en tout cas des conseils régionaux, on décide que l'alimentation de qualité égale l'alimentation locale, ça pose un problème, effectivement, puisque, en fait, ce n'est pas une définition qui est partagée par l'ensemble de la population. Et puis que, vous voyez, ça entraîne très peu de transformation sur le secteur agricole, puisqu'en fait, ça va réorganiser ou organiser à la marge les canaux de distribution de la production alimentaire au sein de la région, mais en rien, on ne va toucher aux questions de comment c'est produit. Donc, ce n'est pas un gros changement, c'est juste une adaptation, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est une politique qui s'adapte, n'est pas une politique qui pose des changements liés aux conditions climatiques, environnementales qu'on évoquait tout à l'heure. Alors moi, j'étais un peu plus loin dans ma thèse en appelant ça une canalisation de la critique. C'est-à-dire que sur l'alimentation, les revendications citoyennes du manger mieux, elles sont souvent au-delà de la question du local. Ce qu'on entend par manger mieux, et c'est réparti assez bien dans la population française, ce n'est pas uniquement les classes qui sont aisées financièrement qui ont ces revendications sur le manger mieux, mais les revendications donc, vont au-delà du manger local. Et donc, dans le cadre de conseils régionaux qui mettent en place des politiques uniquement axées sur le développement ou la promotion d'un manger local, on a une canalisation de cette critique, c'est-à-dire que quand on dit qu'on veut manger mieux, souvent, ça a un impact sur ce qu'on va dire derrière, c'est qu'on veut que ça soit mieux produit. Et quand on dit on va faire une politique alimentaire, mais qu'on va traiter que des questions
d'où vient la production agricole et alimentaire. Ça veut dire qu'on met un peu sous le tapis toutes les questions qui ont attrait à l'environnement, à l'exposition aux pesticides, mais aussi aux questions de rémunération des agriculteurs, parce que le manger local, d'ailleurs, c'est pas forcément non plus le garant d'une meilleure rétribution pour les agriculteurs. Dans certains cas, ça va être le cas, notamment les circuits courts. Mais en fait, quand vous passez par un intermédiaire, rien ne dit que la part supplémentaire de revenus qui est générée par le raccourcissement des circuits va revenir à l'agriculteur et non pas à l'intermédiaire. Est-ce que vous avez étudié la question des lobbies agricoles dont on parle très souvent? Parce que est-ce que c'est pas eux, somme toute, qui ont le pouvoir, j'allais dire, ou qui ont suffisamment de poids pour influencer les politiques alimentaires territoriales? On peut se poser la question. Alors, les lobbies agricoles, dans ma thèse, je les appelle les élites agricoles locales. Et l'élite agricole locale, elle est définie, donc pas uniquement par moi, mais en tout cas, c'est la définition que je reprends dans mes travaux, par le couple des sections locales de la FNSEA. Donc, la FNSEA, c'est le syndicat agricole majoritaire de la profession agricole, et c'est souvent lui qui promeut en tout cas des politiques agricoles, enfin, qui va essayer d'influencer les politiques agricoles pour qu'elles soient plutôt tournées sur des enjeux, pour la faire assez brève, de productivité et de compétitivité sur les marchés internationaux. Et donc, les sections locales de la FNSEA, avec l'autre entité que sont les chambres d'agriculture, puisque les sections locales de la FNSEA sont majoritairement présentes dans les chambres d'agriculture, à plus de 95% sur le territoire français. Ce couple-là forme donc, ce que j'ai appelé les élites agricoles locales. Et en fait, effectivement, ces élites vont avoir un rôle très proactif dans la collaboration et l'élaboration, parfois dans certains cas, de ces politiques alimentaires territoriales. Alors, à la fois au niveau des conseils régionaux, puisqu'elles ont souvent des accès directs dans les conseils régionaux, parce qu'il y a une très forte porosité entre cette élite agricole locale et l'élite politique régionale. Et ça a été le cas dans les trois régions d'études. Donc, en fait, il y a des passerelles qui sont quasiment, en fait, déjà complètement instituées. Et à l'échelle des villes, c'est un peu différent, puisque les villes étant des acteurs donc qui ont moins de pouvoir sur la régulation du secteur agricole local et qui ont aussi fait beaucoup moins en termes de politique agricole et de politique alimentaire avant les régions, on va dire. C'est un échelon de collectivités territoriales qu'elles n'étaient pas habituées à solliciter. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a un point de débat sur la question on va y revenir tout à l'heure avec les questions du public, sur les régions, et puis après, on arrive à l'échelle des villes, qu'on ne s'attendait pas, j'allais dire, à trouver là. Et est-ce qu'on peut dire que le contexte actuel des centres urbains ne serait pas plus novateur dans ses demandes et ses attentes que la région qui s'occupe pourtant des territoires périurbains et agricoles? Oui. Alors en fait, au niveau des villes, vous avez un effet grossissant forcément, puisque vous avez une concentration de population. Et du coup, les revendications du manger mieux se font beaucoup plus entendre au sein d'une ville, forcément, qu'au sein d'une région où elles sont diluées et où on ne sait pas trop à quelle porte taper pour faire valoir ces nouvelles revendications. Et donc, au sein des villes, l'enjeu alimentaire, il est à la fois plus visible par la concentration de la population, mais c'est aussi un enjeu politique qui est très fort, parce que c'est un sujet un peu à la mode, entre guillemets, la question de l'alimentation. On l'a vu avec les dernières élections municipales, où ça faisait partie d'énormément ce sujet était dans beaucoup de campagnes et de promesses électorales à ce moment-là, au moment de la campagne municipale. Et donc, vous avez un vrai enjeu électoral, en fait, à vous afficher en tant qu'élu municipal ou métropolitain sur ces questions alimentaires. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu de placement pour les hommes et les femmes politiques autour de cette question. Ça, c'est le premier point. Après, par rapport à la question de est-ce que les villes sont plus innovantes, elles le sont. Les villes que j'ai étudiées le sont pour plusieurs raisons. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire innovante aussi. En fait, dans les trois villes que j'ai étudiées, donc c'est villes et métropoles, les politiques alimentaires ont été initiées par trois femmes dans les trois cas, qui étaient nouvelles dans le monde politique. Elles étaient souvent pas encartées, donc elles ne défendaient pas de parti politique, et elles sont arrivées avec des idées complètement nouvelles et complètement même révolutionnaires sur la manière qu'on a
d'administrer le secteur agricole. Alors, c'est des idées du coup qu'elles portaient et qu'elles incarnaient, qui étaient radicalement aussi différentes par rapport à ce qui se promeut normalement à l'échelle nationale, donc avec des problématiques autour de l'environnement, du social et de la justice alimentaire qui étaient présentes quasiment dans les 3 politiques alimentaires urbaines que j'ai étudiées. Et puis, elles sont plus innovantes aussi puisque dans les villes, on n'a pas de service alimentaire. C'est-à-dire que la compétence de l'alimentation ou de l'agriculture, ce n'est pas une compétence qui revient aux villes. D'ailleurs, la compétence alimentaire n'existe pas en France. On a des compétences sur le développement agricole, mais sur le développement économique, pardon, mais pas sur l'alimentation. Et donc, les villes sont complètement, on va dire, c'est un terrain vierge par rapport à ces questions alimentaires, puisqu'elles n'ont pas de service constitué et elles n'ont pas d'antériorité, on va dire, sur ces questions, à part si on se penche sur le cas de l'approvisionnement des villes de l'Antiquité. Mais on a un peu oublié dans ce laps de temps comment on faisait avant pour avoir une action sur le système agricole depuis la ville. Et donc, elles sont obligées, ces élus et qui s'entourent avec du coup des agents sur ces questions de politique alimentaire, d'innover en termes de leviers d'action qu'elles vont mettre en place. Donc, certaines vont jouer sur l'approvisionnement en eau potable de la ville pour pouvoir installer des agriculteurs qui respectent en fait, qui ne vont pas polluer les bassins où on capte cette eau potable qui abreuve les villes. Donc, elles vont jouer sur l'agriculture distante, loin des villes, mais grâce à ce levier d'action qui va être celui de l'approvisionnement en eau. Il y a dans d'autres villes, le levier qui va être activé, ça va être celui d'installer des agriculteurs dans la zone périurbaine et des agriculteurs généralement qui ne sont pas issus du secteur agricole. Donc, en fait, il y a effectivement un vent novateur dans les villes par rapport aux solutions qui sont envisagées et par rapport surtout aux idées qui sont promues par rapport à l'évolution du secteur agricole. Pour reboucler avec la question des régions qu'on évoquait, justement, ils sont peut-être moins équipés. On peut parler de budget, de personnel dédié, de services. Donc, est-ce que là, par rapport à la volonté, on n'a pas, contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, un manque de moyens et puis aussi de pouvoir pour justement préserver le foncier qui est autour des villes, mais qui n'est pas sur le territoire des villes? Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est que si les villes, elles ont des idées novatrices et des acteurs politiques qui veulent mettre en place des politiques alimentaires réformatrices d'un point de vue agricole, en fait, elles vont se heurter à une dimension qui va être la dimension administrative et de ressources organisationnelles dont elles peuvent bénéficier pour mettre en place ces politiques, qui va être un frein très fort en fait à leur action. Alors, en termes de ressources organisationnelles, on a parlé donc des services. Effectivement, il n'y a pas de service alimentaire, mais ça veut dire que donc, dans l'organigramme, il n'y a pas, on va dire, une hiérarchie qui permet de dire que ce service a le pas sur l'autre, etc. Mais ça veut dire aussi qu'en termes de ressources humaines, ce sont des politiques qui sont très peu dotées. Et quand elles se dotent de personnes, des agents territoriaux qui vont travailler sur ces questions alimentaires, hein, en fait, on a encore une question de formation de ces agents, vu que c'est des questions nouvelles de comment on agit sur le système alimentaire depuis la ville. On a un déficit en fait d'agents formés sur ces questions de mise en place de politique alimentaire. Et ensuite, un autre frein important va effectivement consister dans les budgets qui sont attribués et ce qui limite fortement en fait l'action des villes en la matière. Mais c'est pas l'unique frein en fait, parce qu'on va avoir aussi des oppositions au sein des administrations des villes. C'est-à-dire que les politiques alimentaires, elles font généralement consensus, puisqu'on parle du manger mieux, d'installer plus de nature, etc. C'est plutôt des politiques consensuelles. Mais en fait, en interne, au sein des administrations, vous avez quand même des rapports de pouvoir pour conserver justement des périmètres administratifs qui sont déjà établis, que ce soit en termes d'agents, de budget et de services. Et donc, notamment, quand on parle dans certaines villes de reconquête du foncier autour des villes pour installer des agriculteurs, à côté, vous avez le service de développement urbain, d'urbanisme au sein de ces villes et des métropoles,
ce service, lui, ziote sur ce terrain depuis X années et va pouvoir le valoriser d'une manière monétaire beaucoup plus à son avantage que le service alimentaire, ou en tout cas l'équipe ad hoc qui traite des questions alimentaires en installant un agriculteur. Et donc, il y a un poids en termes de valorisation des terrains, entre guillemets, mais vous avez un poids aussi même historique. L'action des villes, elle s'est principalement articulée autour de l'accroissement des villes, que ce soit en termes de population et d'étalement. Et donc, historiquement, dans son ADN, le conseil métropolitain ou le conseil municipal garde encore cet atavisme de déploiement urbain, et ce qui est complètement en opposition avec ce que vont essayer de porter ces élus et ces agents des politiques alimentaires de préservation du foncier agricole autour des villes. Merci Jeanne, on va essayer de marquer une petite pause. Qui ne tourne pas à la faveur des élus et des agents des politiques alimentaires. Voilà. Vous avez évoqué beaucoup de notions, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a des questions du côté de Claire? Je suppose que oui. Oui, alors là, on a plein de questions. Ça y est. Depuis des questions très concrètes, peut-être on essaiera de prendre un ou deux exemples, peut-être sur des mesures ou des actions, parce que je pense que ça manque un petit peu pour bien voir de quoi on parle. Alors, il y a beaucoup de questions autour des PAT. Alors déjà, de les définir, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde. Et puis ensuite, globalement, de savoir toutes les dimensions de participation citoyenne dans ces PAT. Voilà, comment c'est envisagé, comment est-ce que ça fonctionne. La question de la résilience par rapport aux pénuries d'énergie, enfin pénuries de façon générale, mais en particulier par exemple sur l'énergie. Et globalement, voilà, comment vous voyez la chose, l'avenir de ces dispositifs-là. Je groupe les trois questions sur les PAT et puis je reviendrai sur la suite après. Merci. Jeanne? Alors, les PAT, donc c'est une forme d'organisation collective de discussion, diagnostic autour de la question de l'alimentation sur un territoire. Et donc, en fait, le PAT peut regrouper plein d'acteurs différents qui, à l'échelle soit d'un quartier, soit d'une ville, soit d'un département, acteurs qui vont se mettre d'accord sur un diagnostic commun, sur c'est quoi le problème ou c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut en tout cas sur ce territoire pour l'avenir du système alimentaire. Donc en soi, c'est un... est-ce que vous m'entendez bien? Juste parce que ma connexion a l'air... Oui, d'accord, ok, très bien, super. Donc, le PAT, il y a une reconnaissance de l'État des PAT. Donc, l'État labellise tous les ans X PAT. Donc, PAT, c'est l'acronyme pour Projet alimentaire territorial. Et cette labellisation donne parfois le droit d'avoir des subsides, en plus de la labellisation, un budget, mais qui est très, très limité. Et souvent, c'est plus une reconnaissance symbolique de cette organisation d'acteurs sur un territoire. Donc moi, la question des PAT, elle n'a pas été au centre de ma thèse. Et je l'ai abordée en fait uniquement dans le cadre des politiques alimentaires que j'ai étudiées qui, au par ailleurs, étaient organisées en PAT. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, à la ville de Rennes, vous avez la politique alimentaire qui est déployée sur la municipalité. Elle est labellisée PAT par l'État. Et en fait, moi, ce que j'ai étudié, c'est en quoi cette reconnaissance permettait d'activer d'autres leviers politiques pour les acteurs de cette politique alimentaire. Donc, moi, je l'ai plus pris comme un marqueur qui permet l'action qu'un objet d'étude en soi. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs thèses qui sont en cours sur l'objet des PAT, justement, qu'est-ce qui permet, ses limites, etc. Et qui sont des thèses qui vont bientôt être soutenues. Et donc, vous pourrez suivre soit sur la soutenance, soit dans le cadre d'autres discussions comme ça. Mais voilà, donc pour cet objet des PAT, donc il y a un objet très... en fait, moi un peu le fond de ma pensée, en tout cas, sur les PAT, c'est que c'est un objet... très en vogue. Il y a une multiplication de PAT. Ça ne présume en rien du contenu ni même du type d'acteurs qu'on va rencontrer au sein de ces plateformes. Et elles ont
c'est souvent un point de départ pour constituer une action, mais en soi, ça ne fait pas une politique, alimentaire sur un territoire. Ça peut être une ressource pour organiser la concertation ou pour être labellisé, donc avoir une ressource symbolique de reconnaissance de son engagement mutuel sur un territoire. Mais voilà, ce n'est pas une politique en soi. Ensuite, sur la question de l'autonomie, de la résilience, ça, c'est une question aussi qui revenait souvent parmi les acteurs que j'interrogeais sur le territoire. En fait, c'est vraiment une utopie, la résilience ou l'autonomie des villes en matière alimentaire. Il y a une étude qui existe, qui a fait une évaluation un peu de l'autonomie actuelle des villes en termes de production alimentaire, et dans le maximum des cas, donc c'est villes et communes rurales, dans le maximum des cas, on arrive à 3% des besoins alimentaires de la population locale. Puisque, en fait, souvent, autour des villes, vous allez avoir, en tout cas, c'est ce qui est promu aujourd'hui par ces politiques alimentaires notamment, l'installation d'agriculteurs en maraîchage, qui produisent des légumes, parfois des fruits. Et en fait, notre alimentation, elle se constitue assez peu en fait de légumes, mais principalement de céréales en fait. Et les céréales, généralement, quand ils sont produits autour des villes, en fait, ils partent pour être transformés à l'extérieur des villes, avant parfois d'y revenir suite à différents canaux assez longs et parfois assez complexes. Donc en fait, la question de l'autonomie et de la résilience, c'est une idée qui peut être en fait tout à fait, on va dire, un horizon que l'on veut se fixer par exemple 20% d'autonomie sur son territoire. Mais l'autonomie à 100%, il faut vraiment se lever tôt du coup pour l'avoir. Vous avez un site qui permet justement de calculer l'autonomie que vous avez sur votre territoire en matière alimentaire, qui s'appelle Parcelle, le site, qui est très bien fait. Et sur lequel vous pouvez vous notez soit le code postal de votre territoire, de là où vous habitez, soit le quartier même où vous habitez, pour savoir justement autour de vous qu'est-ce qui est produit et l'autonomie que vous avez en termes d'approvisionnement alimentaire. Donc même en dehors de la question de l'autonomie vraiment alimentaire sur la production de nourriture, est-ce qu'en termes de pénurie, de dépendance, par exemple, la question c'était aussi sur les prix de l'énergie, peut-être par rapport au fait d'avoir quelque chose de plus local et du coup on est moins dépendant de sources d'énergie. Est-ce que là-dessus il y a un impact, ou même du coup par rapport à ce que vous disiez au fait que les aliments vont transiter vers d'autres zones, en fait même à ce niveau-là ça ne joue pas? Et ben en fait, le transport en lui-même, le transport des aliments, ce n'est qu'une toute petite partie de la consommation énergétique de notre système alimentaire. Et c'est 10%. Alors que, en fait, toute l'énergie dont on va avoir besoin pour produire cette alimentation, que ça soit sur le machinisme agricole, la production en fait de pesticides, donc de produits phytosanitaires à base de chimie, qui nécessitent énormément d'énergie. Ensuite, vous allez avoir toutes les étapes forcément de transformation, etc. Et donc au final, relocaliser son alimentation, ça n'a pas forcément un impact sur son empreinte carbone, sur l'empreinte carbone de son alimentation. Vous avez un autre point très important en termes de bilan carbone de l'alimentation, c'est la part des protéines animales dans cette alimentation. Et ça, c'est un des leviers majeurs pour réduire son empreinte, c'est de réduire la part des protéines animales. Mais par exemple, par rapport au transport, c'est beaucoup plus important cette part. Que de réduire les kilomètres parcourus par nos aliments. Donc voilà, Okay. c'est pareil, en termes de résilience ou d'autonomie énergétique par rapport à la production, on est très loin sur les villes, notamment. Ça voudrait dire qu'en fait, on produit sur un territoire, donc sur un territoire urbain, assez d'énergie pour pouvoir produire l'alimentation qui nous nourrira entièrement dans la ville. Déjà, les villes sont très peu productrices d'énergie. Ensuite, elles ont très peu de foncier agricole autour qui permettrait d'avoir suffisamment de terre pour nourrir la ville en elle-même. Par exemple, si vous voulez nourrir la ville de Montpellier, c'est à l'échelle du département que vous devez travailler les terres agricoles.
Donc en fait, et la ville de Montpellier reste sur un périmètre de ville. Elle n'a pas vocation à devenir département, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il y a déjà cette question de taille de terre agraire que possède ou sur lesquelles peut agir la ville. Et puis ensuite, vous avez la question, si là on parle d'énergie, de production énergétique sur les territoires. Et la production énergétique n'est pas localisée. Enfin, très peu. Enfin, il n'y a pas de démultiplication de production d'énergie à l'échelle du territoire. Ok, merci beaucoup. Du coup, peut-être pour revenir sur une action concrète, je prends le prétexte d'une des questions qui demandait voilà, un petit peu de voir des exemples et peut-être aussi de dire, la question c'était, voilà, il y a les AMAP, les circuits courts, des choses qui paraissent être réservées peut-être à une population relativement aisée, mais qu'est-ce qu'il y a comme type d'action qui concerne vraiment tout le monde, qui est accessible à tous. Donc peut-être si vous pouvez voilà, présenter des exemples qui, en l'occurrence, peut-être sont applicables à une population plus large. Oui, merci, c'est un point vraiment important. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que le souci de mieux manger, c'est vraiment un souci partagé par l'ensemble de la population. Et que notamment, pour les populations les plus précaires, avoir accès à une alimentation de qualité, et ça joue beaucoup aussi autour de la fraîcheur des aliments et de la présence de fruits et légumes justement dans leur alimentation, est un souci majeur pour ces populations. Donc en fait, on a d'une part un système alimentaire qui est de plus en plus s'oriente sur un système alimentaire à 2 vitesses, avec une différenciation par les prix. Donc les personnes qui peuvent s'offrir, entre guillemets, une alimentation de qualité, c'est-à-dire qualité prise au sens d'avoir le choix déjà de ce qu'on mange, ensuite d'acheter des choses qui sont sous label, des produits frais, etc. Et puis, de l'autre côté, des personnes à qui on impose un certain type d'alimentation, que ce soit par le biais de l'aide alimentaire ou en fait par une différenciation par les prix, en fait. Et donc, dans les actions qu'on peut faire justement pour promouvoir la justice alimentaire, donc c'est-à-dire l'accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité, en fait, déjà, les AMAP, ça peut être une solution en soi, puisque vous avez de plus en plus d'AMAP ou de collectifs, comme par exemple Jardin de Cocagne, qui font des paniers solidaires, donc des paniers qui sont des paniers donc pareil de type AMAP, mais qui sont mis à un prix plus accessible quand on bénéficie des minima sociaux. Enfin, il y a plein ils règlent ça, de savoir qui a accès, à quel moment, etc. Mais voilà, il existe des paniers solidaires. Ensuite, dans les autres types d'actions qui peuvent être mis en place pour la justice alimentaire, en fait, de jouer sur les cantines scolaires, c'est un vrai levier d'action, puisque les enfants sont scolarisés de manière obligatoire. Donc, on touche les enfants simultanément en jouant sur les cantines scolaires. Mais il y a tout un travail à faire en fait sur qu'est-ce qui est acceptable de manger en cantine scolaire, comment, enfin tout le travail de pédagogie autour de l'alimentation, de ne pas surresponsabiliser ni les enfants ni les parents par rapport à des choix parfois en termes d'alimentation qu'ils n'ont pas, etc. Et puis d'autres leviers d'action sur la justice alimentaire, il y en a plein d'autres. Je veux pas vous, je sais pas là, j'en ai plus d'autres qui me viennent en tête, mais effectivement, vous avez de plus en plus d'innovations par rapport à ça aussi, parce que c'est un sujet qui commence à prendre aussi de l'ampleur, et c'est tant mieux parce qu'en fait, il faut que ces politiques alimentaires, elles bénéficient justement à ceux qui ont le moins de choix possible dans leur alimentation. Merci beaucoup. On réserve la suite pour la dernière partie. Oui, voilà, c'est ça. Certaines questions sous le coude. Merci Claire. Oui, en fait, ce qui paraît intéressant, c'est de voir le recul que vous avez pu prendre avec votre thèse, en fait. C'est-à-dire que la complexité des enjeux, le poids des territoires, un certain nombre de choses que vous avez évoquées dans cet échange. Je ne voudrais pas répondre à votre place, mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à la thèse, et où en sommes-nous aussi aujourd'hui par rapport à vos conclusions? Donc effectivement, la thèse, c'est d'abord un exercice académique. Donc on produit un manuscrit qui est assez long, qui est pas facile, pour personne en fait à lire. Mais en fait, la thèse en elle-même, cet exercice, il permet de prendre du recul sur un sujet, et ce genre d'événements, et encore une fois, merci de pouvoir les organiser. Ça permet justement de rendre compte de ces travaux universitaires en dehors
de l'exercice un peu académique de la thèse. Et donc moi, là où j'ai pu prendre du recul par rapport à ma question initiale, c'était de savoir si justement une multitude d'alternatives locales allait transformer le système national, on va dire, ou le système global de régulation du secteur agricole. Et en fait, moi, ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est qu'on a là où on a le plus de volonté de changement au niveau des villes, c'est là où on a le moins de leviers d'action pour effectivement transformer le secteur agricole. Et là où on a le plus de leviers d'action pour transformer le secteur agricole, à l'échelle des conseils régionaux, on a des actions très ambivalentes. Et pas forcément donc, dans le sens de la transformation. Mais dans la région Occitanie, par exemple, c'est beaucoup plus contrasté, ce résultat par rapport, que je vous ai expliqué par rapport au local, etc. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai montré, c'est qu'on a, avec la promulgation de politiques alimentaires, une communication qui se met en place au niveau de la transformation du secteur agricole, mais qu'en fait, cette communication, elle cache quand même un secteur agricole qui reste encore chevillé à des orientations plutôt axées autour de la compétition, de la compétitivité des produits sur les marchés internationaux et de la production. Donc, on est loin, en fait, de la transformation globale du secteur agricole que certains promeuvent par la multiplication d'initiatives sur le territoire. Si on veut manger mieux, si on veut manger mieux demain, ça veut dire qu'il y a des éléments essentiels, des enjeux essentiels, des leviers essentiels. Et comment est-ce qu'on fait pour aller vers une alimentation plus soutenable? Est-ce que vous voyez une sorte de feuille de route ou des choses importantes à faire dès le départ, dès aujourd'hui? En fait, comme les leviers d'action pour la régulation du secteur agricole, ils sont plutôt situés à l'échelle locale, au niveau des conseils régionaux, et à l'échelle nationale, au niveau de l'État, et ensuite transnational avec la Commission européenne. Le premier point, en fait, c'est de voter lors de ces élections régionales, nationales et européennes pour des partis qui promeuvent des idées que vous suivez par rapport à ce qui, pour vous, représente une alimentation de qualité. Parce que c'est là, en fait, où on a des leviers d'action principaux pour transformer le secteur agricole et pour orienter ce qu'on va manger demain. On les a aussi sur les villes, enfin du côté à l'échelle intercommunale. C'est-à-dire que si des acteurs, on parlait de citoyenneté tout à l'heure avec Claire, on parlait aussi d'exemples concrets que vous avez évoqués. Est-ce que là, on peut avoir des éléments qui sont déclencheurs à l'échelle d'un groupe de personnes, à l'échelle d'une initiative? Ce serait quoi la première action à décliner ou les premières actions à décliner à une échelle de citoyens et citoyennes? Oui, parce que en fait, le fait que les échelles de transformation ne se situent pas dans les villes, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans les villes. Et c'est vrai que c'est un point important. Mais par contre, en tout cas, pour des transformations majeures à venir pour demain, ce n'est pas à ces échelles-là que ça se joue. Mais si on veut agir à l'échelle des villes, en fait, par l'alimentation, on peut toucher à plein de questions. Et donc, en fait, l'alimentation, elle a un véritable pouvoir de transformation, de politique ou même du vivre ensemble sur un territoire. Et donc, la première chose, en fait, c'est la concertation ou l'interpellation des pouvoirs publics, que ce soit par un collectif de parents d'élèves, par la mise en place d'une association, par un collectif informel qui se crée sur ces questions, par un engagement politique aussi. Là, vous voyez les 3 femmes politiques qui travaillent sur les politiques alimentaires dans les villes que j'ai étudiées dans ma thèse, se lancer en politique au moment de la promulgation de ces politiques. Et c'est vraiment des questions qu'elles ont poussé et qu'elles ont nourri et elles ont fait vraiment avancer l'agenda politique local sur ces questions. Donc, on peut tout à fait s'engager en politique pour travailler sur les questions alimentaires. Donc, le premier point, voilà, ça va être la concertation, l'engagement politique, le débat autour des idées. Ensuite, je pense qu'un autre point important, en fait, c'est de continuer à se documenter pour fixer des objectifs clairs qu'on veut. Parce qu'en fait, le système alimentaire, il est régi par tout un tas d'intérêts très, très bien constitués et très puissants, en fait, que ça soit en termes de lobby agricole, comme on l'a nommé au début, ou en termes d'entreprises agroalimentaires sur les territoires. Il y a des enjeux économiques ou même de pression à l'emploi, etc., qui sont très forts sur les territoires. Et si on ne fixe pas avant un cap politique qu'on veut se fixer sur, moi, l'alimentation de qualité, enfin, pour notre groupe, une alimentation de qualité, c'est tel critère, etc., on se fait rapidement influencer par ces acteurs qui sont institués et qui ont, on va dire, une force d'influence assez grande.
Donc ça, je Merci, pense que Jeanne. ça serait un deuxième levier d'action, de fixer des objectifs clairs en termes de On transformation va du essayer de système respecter agricole. on va essayer de respecter notre timing. Donc, Oui, bien sûr. l'articulation sur les politiques et les actions locales, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, Claire, ou est-ce qu'il y a d'autres entrées, nouvelles entrées? Je suppose que oui. Oui, alors il y a eu beaucoup de choses, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai autour l'espèce de paradoxe à vouloir manger local, qui est une attente des citoyens. Et alors on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec l'autonomie alimentaire, mais c'est au-delà de ça. Voilà, est-ce qu'il y a un peu une taille critique au niveau des villes, ou en tout cas des grosses métropoles, par exemple en région Île-de-France? Voilà, est-ce que vraiment on peut atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est compatible avec avec l'urbanisme, etc., au-delà des envies politiques et des dispositifs qui sont... Ça, le local, en fait, ça dépend à quelle échelle vous le définissez. Si local, c'est 10 km à la ronde, ou si local, c'est français, par exemple, vous pouvez tout faire rentrer à ce moment-là dans cet adjectif-là. Donc, il y a ce premier point de définition du local. Est-ce qu'on continue à qualifier ce local en disant local et de saison, par exemple, local et avec une juste rémunération pour les agriculteurs, etc. Donc, après, il y a tout un tas de raffinements qu'on peut avoir autour du local. Mais si, par exemple, vous dites est-ce qu'une ville peut s'alimenter 100% en local avec une échelle de 10 km à la ronde ou même de 100 km à la ronde, toutes les statistiques, mais c'est pas les études montrent que c'est pas le cas en fait. Et puis même d'un point de vue national, en fait, on consomme tellement de produits importés, que ça soit, mais des produits exotiques en fait qu'on ne peut pas produire en France. Si vous pensez au café le matin, au thé, à tout un tas de produits en fait qui font partie de notre quotidien alimentaire et même de notre culture alimentaire. L'illusion du local, en fait, le local est un peu une illusion par rapport à nos habitudes alimentaires. Donc ça, c'est un point. Mais après, rien n'empêche de dire que relocaliser des productions, en fait, c'est un plus pour le territoire, pour d'autres aspects aussi, que ce soit en termes de diversification des paysages, de redynamisation aussi de certains espaces ruraux, que ce soit en termes pédagogiques aussi. Si vous installez des agriculteurs autour d'un centre urbain, en fait, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir aussi du passage, donc c'est-à-dire des gens qui vont s'intéresser à la question agricole, qui vont prendre ces questions-là, qui vont tout simplement s'y intéresser, et donc possiblement aussi vouloir changer quelque chose dans le système alimentaire. Donc en fait, la relocalisation, elle peut avoir plein d'aspects positifs sur d'autres points, mais en soi, de vouloir manger 100% local, il faut se poser la question de pourquoi. En fait, c'est important, cette question, elle est importante pour nous, sachant qu'en l'état, c'est une illusion vis-à-vis, en fait, en tout cas, de l'alimentation qu'on a, notamment au sein des villes. Merci, Jeanne. Est-ce qu'il y a des dernières questions, Claire? Alors, peut-être une question pour ouvrir sur un sujet dont on n'a pas tellement parlé, finalement, qui est le sujet du bio, en tout cas des différents labels bio de façon un peu globale. Est-ce que c'était un sujet d'étude, est-ce qu'il y a une partie de votre thèse qui se raccroche à ce sujet? Est-ce qu'il y a des dimensions particulières? Oui, effectivement. Alors, les structures qui aident le développement de la bio sur les territoires sont aussi très impliquées dans les politiques alimentaires territoriales, plutôt au niveau des villes que des conseils régionaux. Et notamment, les conseils régionaux leur ferment parfois la porte sur ces politiques-là. Donc, on a un vrai enjeu de pouvoir pour savoir qui représente le secteur agricole sur les territoires entre la part des bio et la part des conventionnels, entre guillemets, plutôt représentée par la Chambre d'agriculture. Donc, en fait, moi, je les ai étudiés justement comme force de lobby aussi sur les territoires pour influencer ces politiques alimentaires. Et en fait, à l'échelle, donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que permet la politique alimentaire, c'est qu'elle permet de mettre autour de la table sur les questions agricoles des acteurs qui, auparavant, n'étaient pas autour de cette table, et notamment les acteurs de la bio. Donc ça, c'est un premier point en termes de participation en politique. Et ensuite, en termes de mise en œuvre de la politique, donc c'est plutôt ce que je disais au niveau des villes, qu'on va avoir une tendance à favoriser des actions qui favorisent l'agriculture biologique, plutôt qu'à l'échelle des conseils régionaux, en tout cas dans les 3 conseils régionaux que j'ai étudiés. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de respecter notre timing parce qu'on a eu un échange très riche, dont je remercie Jeanne. Vraiment, c'était passionnant. Alors, on vous dit à très bientôt aussi parce qu'on a eu
pense faire un nouvel événement en présentiel, si tout se passe bien, le 24 mars à Champs-sur-Marne pour la Fabrique des Savoirs autour du renouvellement urbain. On vous préviendra sur notre site web. Et puis, je voulais vraiment remercier Jeanne de sa participation, les différentes personnes qui se sont connectées aussi pour leur écoute et leurs questions. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain événement. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.